Salut tout le monde, on va parler en deux vidéos de la politique de défense de l'Algérie. La première partie sera pour indiquer surtout comment l'Algérie s'est constituée une petite industrie de l'armement et une armée assez solide. Et la deuxième vidéo, vous me verrez, vous proposer différents scénarios avec ou sans l'OTAN d'une éventuelle guerre. Voilà. La politique de défense de l'Algérie, c'est une politique de défense du territoire avec une non-projection à l'extérieur. Ça a été assoupli en 2020, mais ça ne sera pas utilisé. Le but, c'est de défendre le territoire, donc de jouer à domicile. Alors on va pas reculer trop dans le temps. On va sortir de la décennie noire. 99, c'est l'année qui voit arriver Poutine au pouvoir en Russie. Il a son importance dans l'histoire. C'est aussi l'année qui voit Bouteflika arriver. Bouteflika, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, et qui était à l'époque un très très bon diplomate. L'Algérie avait une diplomatie assez active dans les années 70, notamment en Afrique. Ça a été perdu, c'est en train d'être récupéré. Et Bouteflika qui voit l'importance de renouer avec la Russie, et la Russie qui décide à ce moment-là, rappelez-vous ma vidéo sur la pénétration russe en Afrique, va décider à partir de 2000 de revenir en Afrique et de redevenir une grande puissance. Durant la décennie noire, l'Algérie a failli sombrer. Ça aussi, c'est important. Surtout en 92-93, ça a failli basculer. Et l'Algérie a vu certains pays l'abandonner. Elle a vu d'autres pays alimenter cette menace intérieure qu'était le terrorisme, le fils notamment. Elle a vu la duplicité des socialistes français et de Lionel Jospin qui ont refusé quasiment de vendre des armes qui auraient permis à l'Algérie de tenir le coup. Heureusement que les armes sont arrivées d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle a failli sombrer, parce qu'elle n'avait pas une armée adaptée à une guérilla islamiste. Et on en paye le prix là parce que depuis, c'est aucune vente, aucun achat à la France. Voilà. Socialistes qui ont toujours soutenu les islamistes, c'est bizarre, et les révolutions colorées. Ces socialistes qui s'inscrivent dans le nouvel ordre mondial, puisque les islamistes, les frères musulmans, les wahhabites, sont aussi des proxys et des abrutis du non. Ils servent à provoquer le chaos pour ensuite que le non propose des solutions. L'Algérie, elle a vu tout ça, elle a vu les pays du Golfe soutenir le fils, elle a vu la complaisance des socialistes, elle a vu Bouteflika arrive, il y a un vent d'optimisme. 2001, ces dates sont importantes. 2001, il y a le 11 septembre et le début de la guerre sans fin contre le terrorisme. L'Afghanistan va commencer à payer le prix c'est le début des guerres de l'étoile, puisque c'est la véritable traduction de Star Wars. C'est les guerres de l'étoile. L'étoile étant l'étoile noire, étant Saturne. On revient quelque part à la mythologie qui accompagne le nouvel ordre mondial. 2003, c'est la deuxième invasion de l'Irak. Et là, on a un choc, parce qu'on s'aperçoit qu'un pays qui est comparable à l'Algérie, même sur le plan topographique, peut être envahi par une coalition armée, surpuissante, peut être détruit, et depuis l'Irak en paye le prix. Là, il y a eu un choc, là, on s'est dit, les USA se mettent à intervenir partout, et ils peuvent intervenir chez nous. Voilà ce que se disent beaucoup de pays. On va étudier un petit peu ce qui se passe, et puis... D'autant qu'en 2006, on a des fuites provoquées qui te montrent une carte du Grand Moyen-Orient qui doit être redécoupée. On te parle de la doctrine Rumsfeld-Zebrowski. Et il y a aussi ce qui fuite volontairement, pour faire pression surtout. La liste de pays à déstabiliser. Et l'Algérie en fait partie. Et là, l'OTAN commence à inquiéter. Jusque-là, l'Algérie faisait encore des manœuvres jusqu'à 2006 avec l'OTAN, mais depuis, elle observe l'OTAN avec méfiance. Et là, l'OTAN commence à inquiéter puisque l'Algérie est dans la ligne de mire. Et elle a vu 3 ans avant l'Irak être attaqué directement, sans preuve, sans rien, sur la base de mensonges. 2006 sera aussi une grande date. Et l'un est lié à l'autre. C'est la visite de Poutine en Algérie. C'est l'effacement de la dette russe. 4,7 milliards de dollars. C'est aussi un contrat énorme en 2007, de 7 milliards d'achats. C'est un partenariat stratégique. Ça veut dire quoi stratégique? Ça veut dire que s'il y a une guerre, les Russes n'enverront peut-être pas des troupes, mais ils t'enverront du matériel à gogo. Et ils feront tout pour t'aider. À l'ONU, partout. Il faut construire une défense nationale à la hauteur des enjeux économiques et géostratégiques qui ont changé,
Une défense nationale qui doit être suffisamment dissuasive pour inciter l'OTAN à ne rien faire, parce que déjà, ce qui transpirait, c'était que si on opposait une résistance réelle à l'OTAN, au bout d'un moment, l'OTAN ne pouvait pas se permettre trop de morts ou de trop être accroché. Il faut lui faire payer le prix, lui dire voilà, si tu rentres, tu vas payer très très cher et tes opinions publiques vont pas tenir le coup, tu vas pas tenir le coup devant tes opinions publiques. C'est ça la dissuasion. D'où le partenariat stratégique avec la Russie. On commence à poser des bases. C'est 7 milliards d'achats. Le terrorisme va devenir résiduel entre 2000 et 2010. La menace terroriste intérieure est écartée parce on s'appuie sur des forces spéciales, on s'appuie sur le renseignement. Ça porte ses fruits. On s'appuie sur un programme de réconciliation nationale aussi. Tout ceci porte ses fruits, donc on peut commencer à penser à l'extérieur. Il est là le truc. Le contrat de 2007, c'est 44 Sukhoi 30, des Omnirol, 4e génération, l'équivalent du Rafale à l'époque, MK. C'est les 36 Yak 130, des avions de 3e génération qui peuvent faire du casse, de l'attaque au sol, qui peuvent aussi servir à la formation. 2 sous-marins Kilo, les meilleurs sous-marins diesel électriques de l'époque. 3 systèmes S-300 qui permettent de mailler tout le nord de l'Algérie. Un système qui a fait ses preuves, ne serait-ce que parce qu'on ne l'a jamais engagé, parce qu'on évite d'aller survoler une zone où il y a des S-300. Voilà, je rappelle par exemple que les Azéris ont utilisé, enfin surtout les forces spéciales turques ont utilisé contre le Haut-Karabakh beaucoup de drones parce qu'il y avait un S-300 pas loin en Arménie. Et qui dit S-300 et qui dit je suis dans la zone du S-300 dit destruction. Donc c'est quelque chose, voilà. Vous allez me dire en Syrie, ils s'en servent pas trop. Si, ils s'en servent. C'est ce qui permet, voilà, mais en Syrie, c'est autre chose, c'est que les Israéliens saturent et de très loin. 3 systèmes S-300 qui permettent de mailler 180 T-90S, chars de 3e génération, 2 corvettes Tiger. On part au plus pressé, hein. C'est pas comme ça que tu refais une armée. Il faut des choses. Mais on voit déjà que la marine, l'air, l'anti-aérien, les sous-marins, les chars, la formation aussi, hein. On va véritablement installer une défense nationale et on va restructurer une armée qui est lourde, populaire, donc mal équipée, mal formée. Une armée soviétique très lourde, avec du vieux matos qui ne tiendrait pas le choc, même pas une semaine face à l'OTAN, qui ne tiendrait pas le choc, ne serait-ce que face à un rival un peu déterminé. On part de zéro. Il faut sanctuariser l'Algérie. Et pour ça, voilà, pendant longtemps, pendant la décennie noire, on a privilégié les forces spéciales et les parachutistes parce que c'était des corps qu'on pouvait protéger, c'était des corps qui n'étaient pas gangrénés par les islamistes et c'était des corps voilà, qui étaient formés, qui étaient sûrs. L'armée n'était pas sûre, elle occupait les points, elle faisait de l'occupation. On a privilégié ça pour l'antiterrorisme et la guérilla. Maintenant, il faut arriver à une armée. Le contrat russe permet d'installer des bases. 2010-2020, ça sera une décennie de déstabilisation dans le monde, hein. Il n'y a jamais eu autant de conflits, il n'y a jamais eu autant de rivalités géostratégiques, de sous-rivalités géostratégiques. Le monde n'a jamais été aussi peu sûr, ce qui est marrant, parce que ceux qui sont censés conserver ce nouvel ordre mondial ont participé à sa déstabilisation. C'est aussi des courses aux armements. C'est un OTAN qui est menaçant, qui intervient partout, qui menace tout le monde, donc on s'arme. C'est des rivalités qui renaissent. 2011, c'est le deuxième gros choc. Peut-être plus grand que celui de l'Irak, c'est la Libye, puis la Syrie. Là, en Algérie, on se dit, on est les prochains. Si la Syrie tombe, c'est nous les prochains. Voilà ce qui se disait, et c'était vrai. Ça se précise. Et puis on voit les traîtrises européennes, notamment les gouvernements inféodés à l'OTAN, qui s'en prennent à des petits pays qui n'ont pas de défense. Voilà, il faut agir, il faut expliquer que personne ne va rentrer. Ou alors si tu rentres, ça va faire mal. Le problème, c'est qu'en 2011, il y a un embryon d'armée de l'air. Il y a du Sukhoi 30, il y en a à peu près 60, il y a 13 bases aériennes, il y a 14 000 hommes dans l'armée de l'air qui contrôle la 3D, contrôle le théâtre des opérations. Il y a du MiG-29 pour la chasse et il y a du Sukhoi 24 pour l'attaque. Et on a des vieux hélicos, du Mi-24, du Mi-17. L'anti-aérien, c'est hyper obsolète. On en est au S-125, on a des SAM-6, des SAM-7, c'est des vieux manpads. On a du ZSU-23-4, je te mettrai ça au montage, c'est vieux. C'est du bitume, tu tires sur des hélicos et des drones, et encore sur des hélicos, t'as chaud aux fesses. Je veux dire, sachant que maintenant les avions peuvent balancer un missile sans que tu les vois, tu vas faire comment avec tes ZSU? Tu vas accompagner sur le terrain, voilà, ça reste pour les drones de reconnaissance. On a du T-54, du T-55, du T-62, du T-72.
On vient d'acheter du T-90, mais ils ne sont pas entièrement livrés. Et il n'y en a pas assez, 180. Voilà, c'est une armée lourde, soviétique, rustique, mal équipée, mal formée. Il faut non seulement de la masse, mais mettre de la technologie, puisque depuis 91, on a changé de type de guerre. Depuis 91, avec l'utilisation des missiles de croisière, missiles GPS et autres en Irak pour la première fois, on a la guerre qu'on a aujourd'hui. Utilisation de l'hypertechnologie pour avoir la portée, pour avoir la précision. Et en face, tu as des pays qui sont équipés comme il y a encore 60 ans. Qu'est-ce que tu veux faire face à des missiles de croisière quand tu as ça? Tu n'as même pas une artillerie digne de ce nom. 2012, augmentation des soldes, augmentation des retraites, augmentation de plus de 40% des soldes. On installe des contrats courts. On veut une armée de professionnels. Le peuple fera la masse, mais on veut une armée de professionnels. Donc on met des contrats courts. Il y avait des contrats 25 ans, il y a des contrats de 5 ans. Les contrats EVA de français, quoi. On crée de nouvelles infrastructures. On crée des sous-régions militaires. En 2013, il y a Ain Amenas, des terroristes qui prennent en otage des techniciens algériens et européens et des employés à Ain Amenas, un complexe gazier, 18% de la production algérienne. L'armée algérienne intervient, il y a des morts, mais ça, ils s'en sortent très bien. On prend conscience aussi que c'est le point faible. Donc on crée deux sous-régions militaires. Il y avait 6 régions militaires, on en crée 2 sous-régions. La première est rattachée à la 4e région militaire de Hassim, enfin 4e région militaire, pardon. La 6e est rattachée à la 6e, enfin la 2e sous-région militaire est rattachée à la 6e région militaire. C'est Hassim Mas'oud et Tam. C'est là où il y a le pétrole, c'est là où il y a le gaz. Voilà. Tam, c'est Taman Rasset. Et tout le coin autour, Tchanet, tout ça. C'est pour protéger. Ces sous-régions-là permettent d'affecter du matériel et des hommes et de protéger spécifiquement les champs pétroliers et les champs gaziers. Donc on va mettre des gens entraînés à ça. Avec des dispositifs électroniques aux frontières, des dispositifs, c'est simple, tu pénètres la frontière, il y a des capteurs où on te repère. Il y a une artillerie automatisée qui va te tirer dessus. Ensuite, il y a des commandos de chasse qui vont te courser dans une zone plus ou moins. Ils vont faire à l'azimut. Ils savent que tu vas marcher à 6 km/h, donc tu vas marcher dans telle direction. Donc, ils vont te choper un peu plus loin. Voilà. C'est comme ça qu'on essaye de protéger ces immenses espaces. Et création d'une 7e région militaire à Illizi, à la frontière libyenne, pour contrer, vu ce qui se passe en Libye, le chaos qu'il y a, pour contrer les tentatives. Il y a déjà eu des tentatives de pénétration de groupes islamistes en Algérie qui ont été détruits par l'aviation. On met des troupes aux frontières, on en rajoute, il y en avait 30 000, on met des troupes aux frontières est et aux frontières ouest. La première étape, c'est de trier pour repartir avec des gens formés, des cadres, et de contrôler le territoire pour le sanctuariser ensuite. Donc il faut un meilleur maillage. Donc voilà, des infrastructures un peu partout, on redéploie des gens, on redéploie des moyens. En 2010, il y a eu un gros contrat aussi avec l'Allemagne, 10 milliards. L'Allemagne, c'est le 2e vendeur d'armes. Le 3e, c'est la Chine, et oui, surprise. L'Allemagne qui vend beaucoup d'armes aussi à l'Algérie, qui vend des frégates, des formations et autres. Frégates méco notamment. L'équivalent des FREM, mais ils ont préféré les méco. Sarkozy a raté la vente. 2011, 477,5 millions de dollars pour l'Italie. Des formations et autres. Et puis, il faut acquérir des technologies. Donc, on fait des participations, des joint ventures avec des sociétés des Émiratis pour fabriquer notamment un véhicule de combat et d'infanterie, le Nimr, en Algérie, à Khanchla, des fusils d'assaut. Il faut s'approprier des connaissances, parce que si tu veux faire la guerre, il faut que tu fabriques toi-même ton armement. Si tu l'achètes, au bout d'un moment, tu peux plus. Il faut le fabriquer toi-même, au maximum, et avoir des partenariats stratégiques avec des gens qui sont prêts à te livrer à fond, quitte après ce que tu les payes sur 50 ans. Partenariat avec Daimler, 3 usines de véhicules industriels, partenariat, et les compétences qui vont avec aussi. Hein. C'est ça qui est important. Les VCI, c'est les blindés légers qui accompagnent l'infanterie. C'est important de savoir les fabriquer. 2012, partenariat avec Mercedes pour créer à Rouiba et à Tiaret des véhicules blindés de transport. Partenariat avec la Serbie, 3 usines d'armement individuel de munitions. 2012, c'est avec les Chinois de Norenco pour fabriquer des chars anti-mines, Armis Meliana. L'industrie de l'armement algérienne en 2011 est encore naissante. C'est encore des petits partenariats avec la Russie et la Chine pour fabriquer des fusils d'assaut, des lance-roquettes multiples, sous licence. Il faut acquérir de quoi faire, et notamment il faut une indépendance militaire, une indépendance économique, et pour ça, il faut acquérir des technologies. Peut-être pas les dernières de pointe,
Mais justement, t'achètes ce que tu n'as pas, c'est-à-dire les technologies de pointe, mais les autres, il faut les maîtriser. L'Algérie veut s'inspirer de la Turquie et de l'Iran. Donc tout au long de la décennie, elle va essayer d'acquérir cette technologie et elle va former le personnel. À chaque fois qu'elle achète des sous-marins, des frégates, des avions, il y a des formations derrière, avec des gens qui ont des heures de vol, peut-être plus que beaucoup d'armées européennes. En 2012, c'est le lancement russe d'un satellite Alsat. Ça permet de faire du renseignement militaire au-dessus de l'Algérie. Et puis ça peut aussi donner éventuellement par la suite, si le partenariat se précise, des compétences en spatial. Ça veut dire des compétences aussi en missiles, IRBM, ICBM, voire éventuellement des compétences en missiles nucléaires, sur 50 ans bien sûr. Le budget algérien en 2012, il est de, si tu veux, le budget durant la décennie, il va passer de 2,2 milliards de dollars à 9, presque 10 milliards de dollars, soit 4,5% du PIB. En 2013, c'est 20% du budget total. L'éducation, c'est 15%. Le premier poste, c'est, voilà, on a compris qu'il fallait vite s'armer. Parce que sinon, on allait se faire dépasser. Le problème de la Libye, c'est qu'ils avaient une armée vétuste, dans la mesure où c'était surtout les troupes autour de Kadhafi et les gens de sa tribu qui étaient le mieux armés, mais même ça, ils n'étaient pas super bien armés. Et elle a bien tenu, c'était une armée bien entraînée, mais l'armée populaire, voilà, déjà, c'est une guerre civile en partie, et on leur fait pas confiance. Dans beaucoup de pays arabes, l'armée classique, elle est mal équipée. Il y a une garde autour de ceux qui tiennent, elle, est très bien équipée. Mais sinon, voilà, on se méfie de l'armée populaire. En Syrie, c'est différent, c'est que c'est une grosse... Il y a eu quand même une grosse offensive. Hein, il faut se rappeler, c'était quasiment une armée en face. Et l'armée syrienne, par contre, elle avait pour point commun d'être comme l'armée algérienne, une armée très lourde, soviétique, armée avec du vieux matos. Il a fallu que la Russie lui donne du matos ou lui en vende. Enfin, il a fallu que l'Iran arrive, sinon ils n'avaient rien, ni un anti-aérien, ni voilà. L'Algérie s'est dit, il faut que je me prépare. En 2021, c'est le premier budget du Maghreb, c'est le deuxième d'Afrique derrière l'Égypte, il est à 13,925 milliards de dollars. Et tu vas voir, on va en parler tout à l'heure, les achats entre l'Algérie et le Maroc, tu as, je crois, 40 ou 50% des achats en Afrique. C'est pas pour rien que Poutine est venu relancer la Russie en Égypte et en Algérie en 2006. 2013, on modernise les BMP-1, les BMP-2, on les transforme en véhicules de combat et d'infanterie. Ça permet voilà, de faire du neuf avec du vieux. On prend les vieux T-62 et avec un kit Berezok, on va en faire des tueurs de chars. C'est-à-dire on garde la plateforme et on met au-dessus des missiles Cornet guidés laser pour faire de l'anti-char. Voilà, y a pas, voilà, on enlève la tourelle du char et on met au-dessus de quoi balancer 4 missiles. Voilà. Ce qui fait que ça accompagne des chars ou des véhicules blindés et le but c'est de détruire des chars en face. On a des nouveaux partenariats avec l'Afrique du Sud. Beaucoup de partenariats avec la Turquie, pour acquérir des compétences aussi, pour construire en Algérie. Il y a encore des achats, cette fois c'est le S-400 qui sera livré que là, mais qui est acheté à ce moment-là, des Thor, on a dans l'anti-aérien, du Sukhoi 32, c'est l'équivalent naval du Sukhoi 34. Sukhoi 34 qui permet, c'est la fusion entre le Sukhoi 24 et le Sukhoi 25, l'attaque et le bombardement qui permet des bombardements très très longue portée, donc d'acquérir la portée. On vise le front nord si jamais, pour défendre la Z2E, pour attaquer éventuellement l'OTAN en Europe. Des Yak 130, encore une fois, un système bastion anti-navire qui verrouille toute la Méditerranée occidentale et Gibraltar, si les troupes de l'OTAN et la marine de l'OTAN vont rentrer par Gibraltar, ou arrivent par le nord. 180 T-90 MS, 180 BMP T3, les tueurs de chars, donc eux accompagnent les chars et ils font dans l'anti-aérien aussi. Ils tuent d'autres chars. Le but, c'est de protéger les gros chars d'assaut, c'est de protéger les T-90, mais on met des plateformes anti-aériennes, comme ça, si tes chars, lors de combats de chars, lors de grandes offensives blindées, sont attaqués par les avions adverses, eh ben les BMPT, eux, font l'anti-aérien. Voilà, c'est de l'anti-aérien tactique qui se déplace. Les LRM-30, les LRM Smerch, les LRM, si tu en as suffisamment, tu as l'équivalent d'une bombe nucléaire pour interdire tout un territoire. Si LRM placé qui sature une zone, c'est l'équivalent d'une bombe atomique sur cette zone. Il n'y a rien qui passe. Voilà à quoi servent les lance-roquettes multiples. Ça permet notamment dans les grandes étendues du Sahara, si tu les camoufles bien, ça permet d'interdire certaines zones et de détruire beaucoup de chars de l'OTAN. Voilà, 2013, il y a Barkhane. Le Mali est à nouveau déstabilisé. L'Algérie se retrouve avec un Maroc en tension, une Libye chaos, des Tunisiens en pleine révolution avec des islamistes et avec les frères musulmans qui s'installent, et au sud, Barkhane avec l'armée française et l'OTAN et avec tous ses capteurs, tout ce qu'il faut. Là, elle se dit merde.
Et en Libye, il y a Haftar qui commence à faire le show pour tester. Alors on se dit, voilà, il faut poursuivre. Voilà pourquoi l'Algérie achète des armes. Parce qu'il en va de sa survie. Si t'as pas d'armes, t'as pas d'armée, t'as pas de pays. Quand on me dit, ouais, mais il ferait mieux d'investir dans l'économie. Ils investissent. Si t'as pas d'armée, voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas été attaquée, cette politique. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Entre 2016 et 2020, on va faire vite, le CIRPI, qui est un organisme soi-disant indépendant, mais bon, je pense qui est basé à Stockholm et qui collecte tous les achats dans le monde, en raison des tensions avec le Maroc, notamment, le CIRPI, hein, je cite, qui elle aussi s'est mis à s'équiper à partir de 2016 aux USA, en raison des menaces terroristes extérieures, Sahel, Libye, Tunisie, en raison de l'OTAN qui rôde, en raison de la menace protéiforme, l'Algérie va se mettre à acheter encore plus. Entre 2019 et 2020, on a la Libye. Elle voit la Libye avec la Turquie, la France, la Russie et l'Égypte se battre à l'intérieur. Elle voit le Mali, elle voit les tensions en Méditerranée orientale. Et elle voit surtout que la Syrie a été sauvée par le protecteur russe, que l'Iran a été sauvé par sa défense dissuasive et que la Turquie émerge et rivalise avec, notamment grâce à son industrie de l'armement. Et que la Corée du Nord n'a jamais été attaquée parce qu'elle avait l'arme atomique. Ça donne des idées, on tire des enseignements, on observe ce qui se fait dans les écoles de guerre, on étudie dans les écoles, voilà, le jeu politique, le géostratégique, on étudie jusqu'où va l'OTAN, comment on peut la coincer, on anticipe, on crée tous les scénarios possibles, on a des renseignements sur les tactiques et les faiblesses de l'OTAN voilà, qui notamment a dû reculer au Venezuela, en Syrie, en Afghanistan, en Chine, en Corée du Nord, en Iran, en Irak, et à chaque fois c'est pareil. En Irak, elle s'est enlisée, pardon, et en Afghanistan aussi, mais elle a dû se retirer à un moment donné. Voilà, on étudie. Le but, c'est d'avoir une armée technologique, un peuple qui la soutienne derrière, et voilà, on parle de programmes nucléaires, programmes spatiaux. Il faut une industrie de l'armement, il faut de la formation. Grosse méfiance donc à l'égard des partenaires nord, parce qu'on les voit trahir systématiquement leurs anciens amis ou leurs anciens partenaires. 2016-2021, d'après le CIRPI, 68% de l'armement algérien vient de la Russie. Le deuxième fournisseur à hauteur de 12%, c'est l'Allemagne. Le troisième fournisseur, c'est la Chine à hauteur de 10%. L'Allemagne, c'est 2 millions d'euros entre 2017 et 2021. En 2021, les achats, c'est 10,9 milliards. En 2019, c'est 10,3 et en 2018, c'est 9,58. Voilà, il y a une hausse systématique à chaque fois. Des chiffres, t'en veux encore? Depuis 2015, l'Algérie est devenue le 6e exportateur et a augmenté ses ventes ses achats de plus de 64%. Le Maroc en a fait de même, parce qu'on se retrouve en 2020 à ce que 32% des achats en Afrique d'armement, c'est l'Algérie et le Maroc. 10,33 milliards pour l'un, 3,76 milliards pour l'autre. Le Maroc, à partir de 2016, s'est mis à acheter 24 Abrams, 24 hélicoptères Apache, hélicoptères d'attaque excellents, 64, et des Abrams en char lourd. Parce que, voilà, on parlait de rivalité géostratégique et de sous-rivalité, c'en est une qui naît et qui peut être une porte d'entrée pour l'OTAN, mais ça, je t'en parlerai dans la deuxième vidéo. Voilà, quelques chiffres encore. Quand l'Algérie met 10 milliards par an pour acheter de l'armement, il faut savoir que l'Afrique, c'est 40 milliards, à peu près 41,2 milliards en 2019. D'achat. Et en Afrique, on achète tous parce qu'il y a une déstabilisation de l'Afrique avec introduction de groupes islamistes, on ne sait pas qui les introduit, avec réveil de beaucoup de guérillas, donc beaucoup de pays africains s'équipent aussi. On est dans un contexte, voilà, on n'a jamais vu un monde aussi déstabilisé. L'Afrique du Nord en 2019, c'est 23,5 milliards de dollars, 57% des budgets achats africains. C'est énorme. C'est énorme. Au niveau mondial, que dire, 1917 milliards en 2019 de dollars de vente d'armes, plus 3%. Tous les indicateurs sont à la hausse. Entre 2016 et 2020, l'Algérie va se livrer encore à de nouveaux achats pour former. Alors elle a commencé véritablement avec de l'AA, l'anti-aérien, ce qui est normal, et de l'armée de terre. On sanctuarise, donc on évite déjà que les avions arrivent. Elle a enchaîné avec la marine. Elle a poursuivi avec les sous-marins, et puis là, elle a plus ou moins modernisé un peu partout, même s'il manque le volume. Entre 2016 et 2020, elle achète des AEWC, c'est des avions de commandement comme les AWACS aux USA. Elle a des blindés aussi, transport de troupes, sûrement où faire avec.
Elle achète à la France, à une société privée française. Elle n'achète pas à l'industrie de l'armement française pour la remercier de ne pas lui avoir livré d'armement pendant la décennie noire. Voilà. À croire que. Et pour avoir accueilli les islamistes en France. Elle achète 10 patrouilleurs OCA, une société, je crois, bordelaise. 10 patrouilleurs OCA. Elle achète 357 véhicules de combat et d'infanterie Fuchs à l'Allemagne. Les Fuchs, elle les construit en Algérie maintenant. Elle a la licence. Elle achète 16 avions de combat du Sukhoi. Non, pas que du Sukhoi. Le Sukhoi, on va y venir. On va y venir parce qu'on va faire le point en 2021. 42 hélicoptères, 2 sous-marins, kilos, diesel, des drones de combat, des mortiers automoteurs. Ça achète. Ça achète de partout. Le système résonance, c'est un radar de veille qui permet de voir à des milliers de kilomètres, qui permet de voir les cibles furtives. Donc déjà, voilà, radar de veille longue. Le système Polyana qui permet de coordonner toutes les défenses antiaériennes algériennes, il les coordonne lui. Du HQ9, c'est un radar, c'est l'équivalent, c'est un système antimissile, c'est l'équivalent du S-300, mais chinois. Des frégates F-22A, du Nimr, du Fuchs, plusieurs milliers de véhicules de combat d'infanterie. Le système Gladius, c'est l'équivalent du système Felin pour équiper le soldat, l'équiper de manière moderne, pour qu'il ait une réalité augmentée. D'autres sous-marins kilos, jusqu'à devenir l'une des plus puissantes flottes de Méditerranée, avec 6 ou 8 sous-marins kilos. Plus des missiles calibre. L'Algérie, l'an dernier ou il y a 2 ans, a démontré qu'elle pouvait tirer des missiles calibre à changement de milieu d'un sous-marin vers la terre. C'est très important. Si jamais l'OTAN t'attaque, tu peux aussi les contre-attaquer. Du SJ-12. C'est du javelin chinois qui peut partir aussi de différentes plateformes. Un missile anti-char, mais qui peut partir de différentes plateformes. Quand je dis javelin chinois, le javelin est un missile anti-char américain qui attaque en cloche, en fait, qui tape la tourelle par-dessus pour éviter les protections actives ou passives. Des missiles Cornet, en veux-tu, en voilà. Des OPV, hein, du petit navire chinois, des corvettes lourdes, c'est Teriguchi qui arrive, corvettes lourdement armées, ça veut dire du S-400 et d'autres systèmes S-300 jusqu'à en avoir 8, tout l'Algérie émaillée, du Thor, du Buk, du Pantsir, pour mailler les zones d'ombre, les petits coins, ou pour suivre aussi, ou pour être placé sur des cibles, des petites bases, des petites, tu comprends ce que je veux dire. Le S-300, il va mailler tout un territoire, mais il y aura toujours des trous, et puis, il y a toujours la rotondité de la Terre qui fait que voilà, tu peux passer sous le système, tu peux. Alors que si tu rajoutes d'autres petits systèmes et tu mailles en couche d'oignon, du tactique, du court moyenne portée, du court portée, du longue portée, etc. Et si tu gères ça avec un système Polyana, et si en plus il y a de la fibre optique, c'est-à-dire que tu ne peux pas te faire brouiller, c'est bon, il n'y a plus personne qui rentre. Certes, l'avion il va passer sous la bulle S-300 peut-être à un moment donné s'il fait de la basse pénétration, mais l'intérêt c'est de mettre du court portée. Et il y a d'autres types de radars en plus qui sont équipés pour la basse pénétration. Voilà. Sans parler aussi des radars de l'armée de terre. Sans parler des systèmes radars qui... Toutes les frontières sont équipées de capteurs, de systèmes radars, de mitrailleuses qui se déclenchent électroniquement, de surveillance par des patrouilleurs aériens, de surveillance par... Voilà, c'est le tout technologique depuis 10 ans. Du Buk, du Pantsir, 2 frégates Meko, des frégates Patani, classe Patani, des hélicoptères de guet Augusta, hélicoptères qui sont sur les avions. Quand les avions, voilà, les avions ont une bulle radar, mais au-delà, ils ne voient rien. Donc, ils envoient des hélicos qui eux-mêmes augmentent la bulle radar. Voilà pourquoi on parle d'hélicoptères de guet. 4 C-130J, il y en a déjà 15, ça permet d'envoyer du matos ou de balancer des parachutistes. Du Sukhoi 30, du Sukhoi 34, du Sukhoi 35, du Sukhoi 57. Le 57 peut s'infiltrer, faire l'interdiction, tirer du missile longue portée, attaquer toutes les cibles stratégiques aériennes ou rentrer en profondeur en territoire ennemi. Et pareil, attaquer des cibles stratégiques aériennes. Du Sukhoi 35 pour faire de la chasse pure. Du Sukhoi 30 en omnirole, qui pourra tout faire. Du Sukhoi 34 pour faire du bombardement de précision à très très longue portée, équipé de KH-35 notamment, des missiles de croisière. Très très performant. Voilà, ça te permet d'attaquer de loin des flottes, notamment, pour peu que les Russes te passent un peu de Kinjal. Voilà, des remorqueurs de navires, des ravitailleurs, encore du T-90 et le bijou Iskander-E. L'Algérie est très faible en sol-sol, en missile sol-sol. Ils n'ont pas privilégié cette voie et c'est dommage, parce que cette voie permet de pallier au manque de volume. Avec un Iskander, je te le mettrai au montage, ça te permet de taper les concentrations, ça te permet de taper une ville. En général, tu t'en sers pas comme ça. C'est du gros tactique. C'est des gros missiles, plusieurs mètres. Ça te tape quelque part, ça te détruit le quartier. Donc tu vois, ça permet d'attaquer notamment des chars.
des concentrations de chars. Voilà ce que ça permet. Les Arméniens ont menacé de s'en servir contre le Haut-Karabakh. Là, tu balances ça sur des villes, c'est très dissuasif. Bon, ben là, il y a du Iskander-E. C'est un missile semi-balistique. Il a une trajectoire en cloche, mais au dernier moment, il utilise des manœuvres d'évitement comme un missile de croisière. Donc il est aussi très dur à attraper par les défenses antiaériennes, style Patriot ou autre. Des drones. L'Algérie va s'équiper en drones et puis va acquérir des connaissances, puisqu'elle va fabriquer ses drones de reconnaissance et ses drones mâles, le El Jazair. Drones mâles, des drones d'attaque, des drones anti-chars. Elle a commandé aussi, et elle a commandé 24 Wing Lone pour remplacer ses CH3, CH4. C'est des drones d'attaque mâles. C'est un peu le Bayraktar, mais chinois, avec des missiles en dessous, et voilà, et tu vas attaquer des chars en face. Elle se prépare pour une bataille de chars aussi. Elle se prépare pour une bataille navale, elle se prépare pour une bataille sous-marine, elle se prépare à se défendre dans l'aérien. Là, en ce moment, elle discute pour des KJ-500, c'est l'équivalent des AWACS aux Chinois. Il y a une remise aux normes aussi de tous les Sukhoi 24, tous les Sukhoi 30. Elle va acheter aux Indiens des Brahmos anti-navires. Elle va acheter des Bomblis, elle achète des corvettes encore de type 56. En 2020, encore des Sukhoi 30 qui sont remises aux normes, 4++, MKA, avec des missiles longue portée RR, R27, les derniers cris, les R77, des croisières du KH-31, pardon, c'est pas 35. Le KH-35, c'est un anti-navire, je crois. Elle commande des Sukhoi 34, il y en a 6 qui arrivent en 2021. Elle commande 12 Sukhoi 35, je te l'ai dit tout à l'heure. Elle commande du Sukhoi 57. Elle crée des escadrons de bombardement longue portée. Elle crée des escadrons d'intercepteurs en remettant aux normes ces 15 MiG-25, l'un des avions les plus rapides du monde, tellement rapide qu'il y a beaucoup d'armées de l'air qui ne peuvent pas l'attraper. Si tu veux, il arrive à Lille, tu as 20 minutes pour le choper, sinon il est déjà à Marseille. Voilà, c'est ça. C'est le modèle en dessous du MiG-31. C'est un intercepteur. Il est hyper rapide. C'est du 3000 km à l'heure. Donc tu vois un petit peu. Donc tu lui mets les bons missiles, longue portée, il est vite sur zone. Et voilà. Il peut être très très vite là où il faut tirer de très loin avec la portée. Il monte très vite, il va vite. Et il est dur à attraper. Donc tu n'as même pas besoin de l'escorter. En 2020, l'industrie de l'armement algérienne permet de fabriquer des corvettes, de l'armement léger, des munitions, des mines, des lance-roquettes multiples, du matériel de guerre électronique. Depuis 2018, il y a la création du 5e escadre de reconnaissance et de guerre électronique qui gère les drones. Il y a une capacité d'envoyer des calibres sous-marins vers la Terre. L'Algérie fabrique comme le FIRNAS, des avions de 3e génération, des mines, des VTT, des VCI, des drones d'attaque, de reconnaissance. Elle a quelques compétences dans les frégates. Bon, elle ne vend pas encore, elle n'a pas encore fait la preuve de ses matériels, c'est souvent des dérivés d'eux, mais c'est comme ça que tu démarres une industrie de l'armement. Tu as une armée solide, complète et équipée, et une petite industrie de l'armement en 10 ans, avec l'OTAN qui n'a pas pu rentrer, et un pays qui est stabilisé et qui n'a plus la menace intérieure terroriste. Un programme nucléaire avec la Russie, avec éventuellement des centrales nucléaires, une centrale nucléaire entre 2030 et 2040, civile, en accord avec l'AIEA, un programme spatial. Il y a des choses. Des pôles d'excellence militaire où on paye très très bien des scientifiques qui restent. Voilà. Une armée avec 7000 blindés, 130 000 hommes d'actifs, plus 150 000 gendarmes et autres paramilitaires, plus 150 000 communaux. Enfin, 150 000 gendarmes, 130 000 hommes, plus 150 000 paramilitaires. Tu as 500 000 hommes prêts au combat déjà d'entrée. Et après, tu commences à mobiliser. Il y a 45 millions de personnes. Donc, tu vois, si tu les prends à partir de 16 ans, il y a du monde aussi. Une centaine de chasseurs de combat, 268 hélicos. Il y a des armées européennes qui n'ont pas ça. Avec la formation, hein, c'est pas j'achète seulement. C'est pas j'achète. Mais il y a un territoire qui est grand et ouvert, et ça on en parlera dans la deuxième vidéo. On observera la topographie, c'est très important. On verra les différents scénarios possibles. L'armée en 2021, c'est 320 T-90 modernisés, 375 T-54, T-55. C'est des vieux T-54, T-55. Mais si tu les mets dans une bataille de chars, en ergue, c'est-à-dire désert sable, si tu les enfouis, tu laisses que la tourelle, ça te fait des murs d'artillerie très durs à détruire et qui vont user de façon l'adversaire. Voilà quoi, ça servira à massifier. Les T-90 livreront le combat face aux Abrams. Les T-72, il y en a 500, c'est pareil. Des BMPT, il y en a 3000, mais il y en a beaucoup qui sont transformés en VCI. Les T-62 ils vont tous être transformés en tueurs de chars, avec 4 tubes, anti-chars Cornet, à guidage laser, un canon de 30,
un lance-grenade AGS-30 téléopéré, visée nocturne. Tu peux lui rajouter tout un tas de gadgets. Des BMPT Terminator 3000. Enfin, non. 300 ou 180 ou 3000. J'ai du mal à avoir le chiffre et je pense que 180 c'est le meilleur chiffre. Ça protège donc sur le plan aérien les chars, les Terminators. Je te les mettrai, c'est vraiment un super véhicule. Des VCI, alors il y en a plein, un véhicule de combat et d'infanterie, BMPT-1 et 2 transformés, des Fuchs, il y en a 1600, du Boxer, il y en a 500, du Nimbre, il y en a 3000. Et t'as jusqu'à 8000 véhicules blindés légers. Et t'as facile 1 millier de blindés lourds. En France, on est à 250 blindés lourds. Équivalent, Leclerc. C'est l'équivalent du T90 6 balles. Véhicules de transport de troupes, des BMP-1 qui restent, les BMP-2, les BTR, 50, 60, 80. Là, t'as quoi 700, 300, presque 2000. Des VTT aussi, allemands, 8000, du Zetros, du Unimog, du Sprinter, du Classis, blindé, bien évidemment. C'est pas des fourgons comme ça. Pour le VTT, du BRDM2, c'est de l'automitrailleuse, c'est vieux, mais ça sert toujours pour faire la masse. Du lance-roquette Katyusha, 14-16. Du lance-roquette Grad, 21. Pareil, ça sature une zone, ça détruit une ville, ça a la puissance du nucléaire, d'une petite bombe tactique. Du LRM-24, du LRM-30. En anti-char, ils ont du HJ-12, du Cornet, le système Gladius, les drones de reconnaissance, drones MAL, drones d'attaque, drones anti-char, des systèmes radars terrestres aussi, pour les frontières. En obusier, du PLZ-45, automoteur. Et là, ils sont en train de prospecter chez les Allemands pour acheter de nouveaux automoteurs. Du M43 160 mortier, tiens, c'est américain ça, du ML20, du ML46, etc. L'Iskander, ça c'est pas mal, 300 km, semi-balistique. Système BAL, et oui, on n'a pas parlé de ça, système BAL aussi. Le système BAL, c'est pour la défense côtière, c'est un système radar avec des missiles, hein, voilà, qui permet de suppléer au système Bastion. C'est des missiles qui sont portés par des camions, c'est toujours mobile, il y a des radars, voilà, et parce que si tu mets des batteries côtières comme avant, l'artillerie adverse, l'artillerie longue portée, les missiles de croisière et l'aviation les détruiront en premier. Donc voilà pourquoi, en général, les systèmes de défense côtière algériens, c'est le transporteur, c'est des MAZ. Camion MAZ. En dessous, tu as des missiles ou tu as le radar. Voilà, c'est ça. Donc le système BAL a été modernisé. Mais on a du char lourd, T90, T72, on a du tueur de char, on a du protecteur de char. L'arme blindée, elle est bien équipée. En cavalerie, on a du Nimbre, du Fouque, du BMP-1 et 2 transformés. On en a à peu près 6000, pas 8000. On a du BRDM, du BTR aussi, un transport de troupes. Il y a du volume là-dessus. Il n'y a pas de problème. La seule faiblesse, c'est l'artillerie. Oui, il y a de l'automoteur, il y a du mortier, mais ça manque de sol-sol, ça manque de missiles sol-sol comme les Iraniens. L'Iskander ne suffit pas. Il aurait fallu beaucoup plus. Il aurait fallu suppléer avec des Scuds. Il aurait fallu, voilà, parce que c'est avec ça que tu fais peur à l'adversaire. Ça manque. La grosse faiblesse de l'armée de terre algérienne, c'est qu'ils n'ont pas trop de missiles sol-sol pour saturer. Et c'est dommage. Il y a une faiblesse. En artillerie aussi longue portée. Il faudrait des camions Kaiser, il faudrait des obus guidés, il faudrait du petit missile sol-sol, 150 km. C'est ça qui te permet d'accueillir une armée de l'OTAN, des chars de l'OTAN qui arrivent par le sud, par le Mali ou par le Niger. Il y a des grandes plaines, tu les accueilles avec ça. Tirer de très loin, tirer du réduit au Gard, puisqu'il y a deux réduits, on le verra plus tard. La marine algérienne n'est pas océanique. C'est un autre type de marine. C'est une marine pour mer, certes, mais c'est pas une marine océanique. L'Algérie, c'est 1200 km de littoral, la frontière nord. Au-dessus, il y a l'OTAN. Elle a ses frontières, donc elle a sa frontière, elle a sa ZE à défendre. On voit qu'avec la Turquie, avec l'Égypte, enfin les bisbis qu'il y a eu en Méditerranée orientale, voilà, les ZE sont très convoités en raison des nodules, des ressources halieutiques, et il est important de protéger les siennes. Et pour ça, il faut des bâtiments de guerre. Chasser des pêcheurs, beaucoup de pêcheurs espagnols qui avant chassaient ne peuvent plus, maintenant ils se font arrêter. Les bateaux sont là, les avions de patrouille sont là, les vedettes rapides, les corvettes, les patrouilleurs, ça sert à ça. Voilà. Et ça peut être un front d'attaque. Une flotte de l'OTAN qui fait pression par le nord et des attaques par le sud. On verra plus tard les scénarios. Ça a été le parent pauvre, surtout la division. Maintenant, il y a 3 divisions côtières
avec le système BAL-E, avec du KH-35, donc des missiles anti-navires, avec du CM-302 pour les gros tonnages. On a du missile subsonique et du missile supersonique, 3 divisions côtières qui protègent ce littoral. On avait aussi, on a toujours le système Bastion avec ses missiles thermites, et il y a un appel d'offres pour des automoteurs qui, je pense, seront allemands, parce que c'est le PZH 2000 qui est étudié, pour retirer les Norinco aussi qu'il y avait, donc pour mettre de nouveaux automoteurs, donc de gros canons qui vont tirer de 20 à 40 000 nautiques. Le parent pauvre, la défense côtière, commence à encaisser les dividendes de cette restauration d'une armée qui est assez solide. En 2022-2023, il y a 6 corvettes type 56 qui vont arriver. Tous les achats que je t'ai donnés ne sont pas tous livrés pour l'instant. Voilà. Il y aura 6 corvettes type 56 avec 8 silos de missiles, YJ-83 mer et terre, un système anti-aérien HQ-10, des tubes lance-torpilles 324 mm, un canon 76, et tu peux rajouter des trucs, tu peux plugger. Donc de la corvette lourdement armée qui fait du combat. Hein, je te rappelle que c'est frégates et corvettes. Il y a très peu de pays qui ont des croiseurs et ça ne sert plus à rien. Et porte-avions, je ne t'en parle pas. Là, en l'occurrence, ça ne sert à rien puisque l'Algérie joue à domicile. Elle n'a pas besoin de porte-avions. Même pour atteindre l'Europe, c'est à 800 km l'Europe. Ça, c'est l'avantage de jouer à domicile, c'est que tu n'as pas besoin de porte-avions. Il y a aussi des batteries côtières CSS-C2 Silkworm avec du KH-35, donc pour les flottes moyennes. Et pour les flottes lourdes, pour saturer, il y a le système BAL-E. Voilà, des missiles qui peuvent être tirés jusqu'à 300 km en subsonique, ras-le-sol, très difficile à intercepter, par salve de 32. Donc tu satures une flotte. Tu vas toucher 1 ou 2 bateaux de la flotte. Des CM-302, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un missile dérivé du YJ-12A, 280 km supersonique, anti-frégate, lourde, anti-porte-avions. Le S-400, lui, veillera. La veille se fera en plus avec du S-400, du S-300, tout ça coordonné, tous les petits systèmes autour, tous les systèmes tactiques, le radar transhorizon, les radars de sous-marins qui font la veille, les radars de bateaux qui font la veille et qui peuvent faire de l'anti-aérien sur les côtes aussi. Les frégates algériennes anti-aériennes peuvent protéger les côtes. L'aéronaval, il y en a une, même si les bases sont sur la terre, il n'y a pas de porte-avions. Il y a des hélicoptères, il y a un porte-hélicoptère. Et l'aviation aussi qui peut aussi. Donc on a une côte qui est quand même assez bien protégée. Pour y arriver, on le verra avec les scénarios, il y a quand même 3 phases et ça va coûter cher. L'objectif, c'est de défendre la côte, les ZE, et pouvoir se projeter, frapper vite au-delà. Dès que l'ennemi arrive, on va avant qu'il pénètre. Quitte à porter des missiles à l'intérieur. Voilà pourquoi tu as des sous-marins qui peuvent tirer des missiles calibre à l'intérieur des terres ennemies. Voilà pourquoi tu as des bateaux. Voilà pourquoi. Voilà, ça permet de contre-attaquer. Ça permet d'attaquer les bases, des concentrations de troupes. Le Iskander, eux, ils visent les bases, la base de Roja en Espagne. C'est dit, hein. Il y aura des avions de l'OTAN là-bas, c'est cette base qui sera visée. Et il visera les bases Jean Raviano, en Italie. Parce que ça sera les porte-avions de l'OTAN. Hein. Moi, j'ai rien contre, mais on est dans les scénarios, là. Il n'y a pas d'amis. Marine avec 6000 hommes, une formation accomplie. Un porte-aéronef BDSL, classe San Giorgio. En 2012, ils partent pas de rien. Il y a une petite expérience de sous-marin, puisque l'Algérie avait déjà 2 sous-marins de la classe Roméo dans les années 80. Mais bon, il va falloir former. Donc, un porte-aéronef BDSL 2013 de la classe San Giorgio, 6 sous-marins kilo et bientôt 8, avec des calibres en missiles de croisière, plus tous les autres jouets, 3 frégates Kony, 2 frégates Meko avec des missiles sud-africains Umkonto et des missiles suédois RB 515, hein, je te la fais connaisseur, 2 LPD pour l'anti-patrouille, c'est pour le littoral, 3 corvettes Nanushka, une autre corvette, 3 C-28A, c'est des corvettes, plus encore des corvettes lourdes Steriguchi avec du calibre, de l'antinaval, du Pantsirem pour protéger en anti-aérien et du 350, du S-350 en missile anti-aérien, une corvette classe Patani. L'Algérie en plus construit ses corvettes, maintenant elle peut en sortir tant qu'elle veut, tant qu'elle a de la fonte. Des drones Mirage pour pouvoir aller voir loin, faire le guet aérien et éventuellement peut-être tirer. 51 patrouilleurs, 2 dragueurs de mine, 3 embarcations de débarquement, 3 OPV et une aéronavale qui
est basée sur terre, certes, mais elle a la longe des Sukhoi 24 pour faire l'attaque, pour bombarder des bateaux, pour balancer du missile de croisière d'assez loin, Fire and Forget, du Sukhoi 30 pour faire de la reconnaissance et de l'omniroll, il s'agira de protéger les Sukhoi 34, du B200T pour faire de la roco, des hélicoptères Kamov, les meilleurs qui sont en ce moment, 14 hélicoptères Augusta, 10 Super Lynx pour faire le guet aérien et l'anti-sous-marin. On a vu que l'Algérie avait certaines compétences en anti-sous-marin. Là, tu vois que le débarquement, il est quand même coûteux. Hein, le débarquement, c'est compliqué, mais là, il est coûteux. Ramener des millions d'hommes de Méditerranée, leur faire traverser, alors qu'il y a tout ça et qu'il y a plusieurs rideaux à passer, ça va coûter cher quand même. En plus, il y a des menaces de contre-attaque, donc les pays ne vont pas forcément accepter eux aussi d'être attaqués parce qu'il y a des troupes américaines chez eux. Et puis après, tu as le réduit nord. Hein. Tu le verras en topographie, le réduit nord, c'est une grosse barre quoi, de plusieurs massifs qui t'emmènent de la frontière marocaine à la frontière tunisienne, ça te donne des portes de sortie. Et qui dit réduit, dit des massifs, des hauts plateaux, des creux, des bosses, des trous, de quoi te cacher, de la végétation, des massifs touffus, des massifs moins touffus. Tu peux planquer tes missiles, tu peux planquer tes hommes, tu peux tirer de là-bas. L'électronique marche moins bien, les avions ils descendent pas aussi bas, les hélicoptères s'ils descendent bas, tu peux les taper. Donc tu vois, tu as plusieurs couches, plusieurs lignes de défense. Tu as une vraie armée de l'air. Elle manque de volume. Tu as une vraie marine, mais elle manque de volume. Mais sur le plan modernité, c'est une marine qui vaut largement beaucoup de marines européennes. Et tu remarqueras que les achats sont cohérents. On renforce des pans de manière cohérente, avec toujours la formation qui va avec. Alors là, avec tous ces matos sachets, la formation, c'est 2030, 2035, elle sera aboutie. Il faut 5 ans, il faut 10 ans pour former véritablement des doubles équipages. Mais bon, on a une vraie armée de l'air avec des drones de reconnaissance, d'attaque, anti-char, drone MAL, le Al Jazair, le Al Fajr, le Hamel, le Denel. Il y a des Winglone qui arrivent, 24, coûte 5 millions de dollars pièce, plutôt que 35 millions du MK9 Predator, parce que c'est l'équivalent. Voilà, ça va remplacer. C'est des mâles qui feront de l'anti-char, ils sont équipés de Red Arrow. Des transporteurs, du Yak, une armée de l'air équipée de Sukhoi, de MiG-29, de MiG-24, de MiG-34, qui remplaceront petit à petit les MiG-24, de Sukhoi 35, de Sukhoi 57. Donc on a de la chasse avec les MiG-29 qui forment 4 petits escadrons de chasse pure, mais qui seront aussi renforcés par un escadron de Sukhoi 35. Les MiG qui sont rénovés, il y en a à peu près 80. Du Sukhoi 36 pour faire le casse, du Sukhoi 30 pour faire l'omniroll, des missiles croisières aérobalistiques, du missile longue portée, du missile courte portée. Voilà. Ça manque juste de volume. Il y a 241 aéronefs de combat. Ça manque de volume, ça manque peut-être d'avions de guet, ça manque peut-être d'avions ravitailleurs, et ça manque peut-être d'avions qui fassent de la guerre électronique. Voilà, ça pourrait être utile. Mais c'est quand même, voilà, le Sukhoi 34, c'est 12 tonnes de bombes, c'est 1000 km de rayon d'action. Donc, tu pars d'Alger, tu tapes à Marseille, et tu t'en vas, parce que c'est 1000 km de rayon. Donc, ça veut dire que tu y vas, tu reviens. Il fait du bombardement en longue portée, donc avec un missile de croisière, même pas, tu fais 200 bornes, tu balances ton missile de croisière, il va arriver, ou tu fais 500 km, milieu Méditerranée, tu balances ton missile de croisière, et tu repars, le missile de croisière, il descend, il est à 3-4 mètres du sol, donc les radars pour l'observer, c'est chaud, il le voit qu'au dernier moment, et il va bouger un petit peu, il va faire des manœuvres évasives, et il va taper un truc. Donc tu vois que ces achats ont une utilité. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une doctrine bien précise, une attaque et la possibilité de contre-attaquer pour limiter la casse. Des hélicos pour remplacer le Mi-24, voilà, toujours pareil, portée, radar, portée aérienne, portée de missiles, donc les bonnes plateformes en fait pour porter le missile, l'anti-aérien, et au sol, c'est beaucoup d'anti-chars. Les hélicoptères Mi-24 MK2 vont être remplacés par des hélicoptères Mi-28 qui font de l'anti-char. On l'appelle le char volant. Il n'y a pas besoin d'avoir de A10. 15 MiG-25 intercepteurs, je t'en ai parlé tout à l'heure, 3 escadrons de Sukhoi 34, du KJ-500 pour faire le guet aérien sans discussion, 32 avions transporteurs, 6 avions ravitailleurs Ilyushin 78, du Kamov 27 en hélicoptère, du Mi-24 à venir du Mi-28, des hélicos un peu plus vieux du 1000-1017, 1000-1008, 1000-1024. Il y a quelque chose quand même. L'anti-aérien, par contre, il est excellent. C'est un des meilleurs anti-aériens du monde. Et ça a été la clé pour sanctuariser. Tu maîtrises la 3D, même si les gars arrivent,
Ils auront du mal à avoir la suprématie aérienne parce qu'ils vont perdre beaucoup d'avions avec notre anti-aérien et avec notre aviation. Donc, ils ne pourront pas nous bombarder, nous interdire de nous déplacer comme on veut, en tout cas au début des batailles. Donc, voilà, ça va jouer au sol. Voilà l'avantage d'avoir un anti-aérien. C'est la clé pour sanctuariser le 3D, le front, les côtes, et utiliser l'asymétrie face à la grosse aviation de l'OTAN, qui sera toujours plus puissante. Le but, c'est de faire coûter cher toute offensive. C'est pas de gagner la guerre. Parce que la guerre de front, elle sera perdue. Mais elle sera perdue comment? À la libyenne, où tu tiens des mois et en attendant, voilà. Et là, à ce moment-là, tu t'en sors. Tu éclates ou tu tiens. Si tu tiens, tu t'en sors. L'antiaérien, on a voulu mailler les zones mortes. Il y en a beaucoup. Dans le nord de l'Algérie, il y a beaucoup de relief. On a créé des bulles radars. On a voulu un maillage stratégique et tactique. On en a fait l'antiaérien une arme autonome pour professionnaliser et protéger. Tu fais que ça. L'antiaérien, c'est pas, il y a de l'antiaérien un peu partout, on l'éparpille, un peu comme les histoires de chars et de Gaulle qui voulait utiliser des armes blindées, c'est-à-dire des équipages de chars rodés, voilà, et pas les éparpiller un peu partout dans les régiments d'infanterie. C'est ce qui fait que finalement on a fait les deux, puisqu'on a créé le véhicule blindé, le véhicule de combat et d'infanterie pour éparpiller, et le char lourd qui reste entre chars lourds. Là, c'est un peu pareil. Ça permet de développer des automatismes, mais voilà, l'anti-aérien, c'est une arme bien à part. Et elle fait les deux, le stratégique et le tactique, avec un système de commandement et de contrôle automatisé Polyana, avec tout ce qu'il faut pour lutter contre les guerres électroniques. Il y a 8 systèmes S300, PMU2. Il y a du S350 en taille. Il y a un S400 qui arrive. Il y a 14 batteries aériennes à venir. Tout le territoire émaillé. Niveau avion. Il y a du Pantsir S1, S2, SM. Alors, le 38 Pantsir pour le court et moyenne portée. On a vu que le Pantsir, c'était peut-être une erreur industrielle. Hein, il y a un problème avec les Pantsir. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Mais ça peut toujours être utile, ça fait masse. Il y a du Tor M2. Là, par contre, on est dans du bon. C'est automoteur. Ça suit les troupes. Le Tor, c'est surtout de l'anti-avion court portée. Il est à court portée. Il fait surtout de l'anti-avion et de la basse altitude. Le Tor. Donc, il suit les troupes au sol. Le Buk aussi, il est anti-balistique, anti-sol-sol. Il suit les troupes. Le ZSU 23-4, il y en a 420. Il fera plutôt de l'anti-drone. C'est des mitrailleuses bitubes ou quadritubes. Du SAM-6, du SAM-7, du SAM-8, du SAM-9, du SAM-10, c'est du manpad, ça. Ça permet d'accompagner aussi. Ah, tes hélicos et tes avions, ils descendent pas à 4000 mètres. Enfin, tes hélicos, ils viennent pas et tes avions, ils descendent pas à moins de 4000 mètres quand ils savent que tu as des petites équipes de manpad cachées dans les forêts. Les avions de l'OTAN, ils vont pas venir bombarder, là. Eh oui, tu mets des équipes de 3 et tu en mets une centaine, éparpillées sur un énorme massif, tu vas voir, tu as interdit le massif. Ah bah oui, pour venir, il va falloir qu'ils envoient des troupes au sol pour détruire tes équipes. Parce que ça coûte cher. Parce que si tu veux, 3 mecs, tu tues 3 mecs, pour l'OTAN, c'est rien. Tu lui butes un avion, ça coûte cher. Tu lui butes plusieurs avions, c'est pas bon. Et même au niveau déjà au niveau sur un plan rationnel, mais au niveau du prestige, c'est pire. Il y a un radar de veille transhorizon, je t'en ai parlé. Le HQ9 chinois, je t'en ai parlé. Le système Sky Shield anti-aérien, anti-missile court portée anglais, je t'en ai parlé. Non, je t'en ai pas parlé, je t'en parle là. Le HQ9, il fait de la moyenne et de la longue portée aussi. Il est là pour suppléer. Il a été acheté, je pense, il devait être dans un lot. Hein. Et moi, j'ai une pépite, hein. Moi je vais te la dire, t'en fais ce que tu veux. Il y a des parties de l'Algérie, notamment dans le Sahara, où tu as des bases aériennes souterraines. Et moi, je suis persuadé que tu as aussi des réseaux ferrés, des voies, des galeries qui permettent des déplacements à l'abri souterrain, dans le Sahara. Un réseau de galeries, un réseau de déplacement, c'est pas possible qu'il en soit autrement. Parce que si tu peux te balader dans le sous-sol et tu peux relier des grandes distances dans le Sahara, l'aviation ennemie, elle te bombarde plus. C'est le métro. Tu descends, hop, tu te retrouves de l'autre côté, tu peux déplacer tes troupes, tu peux surgir de l'autre côté, tu peux faire beaucoup de choses. Tes avions, c'est pareil. S'ils arrivent sur une plateforme qui monte du sous-sol, voilà, tes avions, lorsqu'ils sont dans les bases, ils sont intouchables, parce que c'est des bases en sous-sol. Si tu installes des missiles que tu as cachés sol-sol, des Scud, des batteries de Scud qui montent sur une plateforme, qui tirent et qui redescendent, voilà,
Le Hezbollah a exporté son savoir-faire partout. Pourquoi en Algérie, alors qu'ils sont à l'affût, que ça les intéresse, ils n'en ont pas profité? Moi, je pense que si. Je pense que c'est du top secret. Moi, je te le dis. C'est une supputation, c'est une hypothèse. Bien évidemment, ça ne concerne pas le nord, c'est le sud. Certaines parties du sud. Il y a des bases en sous-sol, il y a des bases, il y a des réseaux, il y a des. Voilà. Ceci peut emmerder l'OTAN. Parce que l'OTAN n'a plus la maîtrise. Si tes troupes peuvent passer, voilà. C'est une solution aussi. Si ça n'existe pas, il faut le développer. Un réseau de bases de stock, de bases de vie, de déplacement, qui fait que tu n'as pas besoin d'être sur le terrestre. Parce que quand tu n'auras plus d'avions, quand l'OTAN aura la suprématie aérienne, tu peux déplacer tes troupes. Kadhafi avait du mal à déplacer ses troupes d'une ville à l'autre ou d'un quartier à l'autre et de les concentrer parce que tout de suite, ils se faisaient bombarder. Donc ils arrivaient par petits paquets cachés, ils en perdaient la moitié. C'est très compliqué quand tu n'as plus la suprématie aérienne. Parce qu'en face, on fait de l'interdiction au sol. On te bombarde à chaque fois que tu prends un tronçon, donc tu peux plus. Et si l'aviation ne suffit pas, tu as l'artillerie longue distance, les lance-roquettes. Voilà. Là, une autoroute, ils vont la bombarder constamment. Si tu essayes de passer, tu es bombardé, tu perds tes véhicules. On a du crachoua pour la guerre électronique, pour créer des bulles et pour détecter. On a un radar 3D Cacha pour la surveillance basse altitude et pour les cibles furtives. Ouais, oui, on pense au F-22, au F-35. On pense aux serres des avions qui baissent de plus en plus. Sans compter, voilà, les frégates, les corvettes, les sous-marins qui feront eux aussi de l'anti-aérien. Moins les sous-marins, mais les autres, oui, parce que les sous-marins, l'objectif, c'est de collecter du renseignement de manière passive. On a un anti-aérien qui est cohérent, redondant, mobile, donc dur à supprimer, qui fera payer aussi le prix. Il permet une défense cohérente, il fait peur à l'aviation en face, il maille le territoire. Et pour qu'on utilise entre les différents centres de commandement statiques, hein, pas les mobiles, les fibres optiques, il est très dur je pense qu'il doit y avoir ça, hein, de manière redondante, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'AA qui va utiliser les ondes radio. Ces radars vont utiliser les ondes radio pour communiquer avec les batteries de tir. Mais on a sûrement aussi des endroits, et là c'est mobile, donc tu ne peux pas mettre de la fibre optique, ou alors il faudrait désinstaller à chaque fois. Mais pour toutes les protections statiques, il doit y avoir les liaisons doivent se faire avec la fibre optique, puisqu'avec la fibre optique, tu ne peux pas brouiller. Tu brouilles des ondes, tu ne brouilles pas une fibre optique, il faut aller la couper, Les frontières, surveillance électronique, patrouille aérienne, système avec profondeur tactique pour permettre, voilà, on repère, on les capte, on repère, on leur tire dessus, on les laisse rentrer, on sait plus ou moins la zone où ils sont et on envoie de quoi faire. C'est comme ça que l'armée algérienne a procédé avec quelques colonnes libyennes qui sont rentrées dans le territoire algérien. Elles n'ont pas fait plus de 50 km, elles ont été détruites. Hélicoptères d'attaque et voilà, localisées, détruites. On a une vue d'enfance, une vue d'enfance, je dis n'importe quoi, une vue d'ensemble. Des faiblesses, il y a des forces, donc une armée moderne, préparée, motivée, équipée. Les faiblesses, c'est un manque de volume, un manque de sol-sol, un manque d'ADM, j'ai envie de te dire, de chimique et autres, hein, parce que ça aussi, ça ferait peur. Un manque, en même temps, l'OTAN, si tu sors du chimique, il te menace de nucléaire. Un manque de guerre électronique, un manque de différents manques. Mais enfin, lorsqu'on voit ça, on n'a pas envie d'attaquer ce pays. Si tu es un pays, tu n'as pas envie de l'attaquer. Si tu es l'OTAN, tu te dis, si j'y vais, ça va être chaud. Parce que là, c'est pas l'Irak. Et on le voit, cette politique, depuis 10 ans, a réussi, puisque l'Algérie n'est pas tombée, ni dans le piège OTAN, ni dans le piège Sahel, ni dans le piège révolution colorée, ni dans le piège sahélien, ni dans le piège libyen. Elle a même bien joué en Libye, puisqu'on n'a jamais entendu parler d'elle, alors qu'elle a pas mal œuvré avec sa diplomatie secrète, ses services de renseignement, et accessoirement ses forces spéciales. Le seul souci, c'est que la menace intérieure a été éradiquée. La menace extérieure peut naître à tout moment s'il y a une faiblesse. Voilà, donc l'Algérie est maillée, c'est un État policier. C'est très très fliqué. Hein. Et avec une population très patriote qui n'a pas envie de revivre les années sanglantes. Le problème, c'est que l'Algérie tombe dans le piège marocain. Alors, je ne suis pas là pour juger qui a tort, qui a raison, je m'en fous. On fait de la géostratégie, on est d'accord. Si l'OTAN veut intervenir, elle peut débarquer ou elle peut arriver sur des terres.
donc par un pays voisin. Le débarquement est très coûteux. C'est beaucoup plus facile de débarquer plus loin dans le golfe de Guinée, de remonter et puis, ou de débarquer au Maroc. Donc si tu es en bisbille avec le Maroc, tu effraies le Maroc, toi tu vas vers les Russes, eux ils vont vers les Américains. On a vu que l'OTAN très souvent utilisait toujours quelqu'un de l'intérieur. Il pourrait utiliser le Maroc pour débarquer chez toi. Et là, c'est plus compliqué à protéger ta frontière ouest. Elle est plus compliquée. Si on prend le réduit nord par l'ouest, c'est plus compliqué. Donc le piège marocain, c'est ces tensions qu'il y a, peu importe qui a tort, qui a raison, entre les deux, l'arrêt du gaz, l'arrêt des relations diplomatiques, tout ça, puisque quelque part tu pousses le Maroc. Une géostratégie à la Poutine ferait que l'Algérie devrait se rapprocher. Poutine, il essaierait de se rapprocher du Maroc pour le neutraliser. Il devient pote, il n'y a pas d'arnaque. On est pote, on ne se prend pas la tête, on va régler nos problèmes, on fait du business. Le géomilitaire s'accompagne du géopolitique. Le géopolitique veut que si l'Algérie veut tenir, il y a un truc qui est incontournable, c'est qu'il faut l'unité du Maghreb. Si tu as l'unité du Maghreb, tu as sécurisé une partie de tes frontières est et ta frontière ouest. Le sud est facile à défendre, même s'il est grand ouvert. Le nord est très compliqué à prendre. Et là, il y a des tensions avec le Maroc, qui tournent toujours pareil autour des frontières et du Polisario. Et c'est là où peut-être l'Algérie n'a pas su œuvrer comme il fallait. Pour des raisons dogmatiques en plus. Parce que je pense qu'il y a plus à... Je le dis honnêtement, moi je donne mon avis, je pense qu'il y a plus à perdre à soutenir le Polisario et à s'aliéner le Maroc qui se tourne vers les USA et qui pourrait à un moment donné faire le proxy pour eux, par peur de l'Algérie qui a une armée surpuissante. Le truc, c'était, voilà, le truc, c'est il vaut mieux privilégier une diplomatie Maroc, Tunisie, Libye, Égypte. Et le Polisario le laissait à l'ONU, ce problème. Et signer une paix globale sur les frontières depuis 62, plus de revendications marocaines sur un tiers du territoire algérien, ça aussi c'est un peu réaliste. Et de l'autre côté, laisser le Polisario, laisser le Maroc, reprendre le business et renouer des liens et les renforcer et faire en sorte qu'aucun pays, c'est ça quand je dis diplomatie à la Poutine, faire en sorte par une diplomatie des affaires, du bras ouvert, de tout ça, de la fraternité, c'est plus simple de se réconcilier, faire en sorte que ni l'un ni l'autre n'ait envie d'aller attaquer l'autre. C'est le principe des unions de pays et autres. C'est éviter. On a trop d'intérêt à faire du business, à discuter, à échanger, à se voir, qu'à se battre. C'est quand les pays se parlent plus, il n'y a plus de relations que là, finalement, on n'a rien à perdre. Là, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et là, tu verrouilles totalement après. Il n'y a plus personne qui t'attaque. Parce que ça coûte trop cher. Voilà. Je dis l'OTAN qui pourrait passer par le golfe de Guinée, c'est tout. Mais un autre pays, qu'est-ce qu'il va t'attaquer? Il va t'attaquer par ton littoral nord, il est fini. Même un pays européen. Il y a le réduit nord, après, c'est des massifs, il faut les prendre. Il y a une armée crédible. Il faut éviter que l'étoile qui peut être patiente et qui attend juste que le pays soit à genoux pour sortir une révolution colorée ou une guerre ou une intervention, il faut juste éviter de mettre un pied sous terre. Et là, c'est une autre affaire, ça s'appelle l'économie. Un genou à terre, pardon. Et là, ça s'appelle l'économie. Là, il faudra améliorer l'économie. Mais pour désamorcer l'OTAN, parce que c'est lui ton ennemi, enfin, pour contrer l'OTAN, ton ennemi, désamorce le Maroc. Sachant que la Russie et la Chine veillent sur toi à l'ONU et dans des organisations et veillent sur toi en matière d'armement. Après, il te restera ton économie à améliorer. Ni l'OTAN, je pense, ni un pays rival n'ont pour l'instant les moyens de prendre l'Algérie, de l'occuper, de la dompter. Parce que même s'ils finissent par gagner la bataille, après, il y aura une période de résistance très coûteuse. Puis il y aura des réactions, je veux dire, c'est imprévisible. Voilà pourquoi, en quoi l'objectif est atteint. L'objectif d'une armée moderne, il continue avec une industrie de l'armement qui continue à progresser, à acquérir des compétences. L'OTAN qui continue à être étudiée. Donc il y a une doctrine, de toute façon, qui fait qu'on se méfie de l'OTAN, qu'on se rapproche de certains pays frères, comme l'Afrique du Sud, qu'on se remet à faire une politique africaine avec des pays frères, notamment l'Afrique proche. Que dire d'autre? Non, mais je t'ai tout dit. La Turquie et l'Iran comme modèle, parce qu'ils savent se faire respecter, parce qu'ils ont les moyens. Il faut se donner les moyens de se faire respecter, et ensuite tu te feras respecter. Voilà pourquoi des pays comme l'Algérie achètent des armes. C'est pas pour faire mémuse. C'est pas l'Arabie Saoudite. Là, on a une construction qui prend son temps,
qui démarre dans les années 2000, les Iraniens ont mis 40 ans, les Algériens là en 20 ans sont allés très vite. Parce qu'ils bénéficient déjà de ce retour d'expérience iranien, de ce retour d'expérience turque. L'industrie de l'armement va vite progresser. Il y a une faiblesse, c'est que l'Algérie n'arrive pas à récupérer sa diaspora de scientifiques parce qu'ils sont éparpillés dans le monde, qui travaillent beaucoup dans le privé parce que voilà. Et pour ça, il faut mettre les moyens. Bouteflika a essayé. Il y a une grosse diaspora de scientifiques algériens qui travaillent aux USA, en Europe, dans des secteurs pointus, des secteurs clés, et qui préfèrent, qui a souvent la double nationalité, et qui serait utile pour qu'il y ait une technologie, puisque il faut la technologie. Il faut la masse et la technologie, il faut l'électronique. Le combat moderne, c'est le combat warfare plus la masse. C'est le combat drone, c'est le combat aussi intelligence artificielle. Il y aura moins d'hommes, mais il y aura plus d'acteurs sur le terrain. C'est le combat de l'information, du capteur. Et à côté de ça, on peut toujours retomber dans le combat rustique, lorsque l'électronique ne pourra pas, je ne sais pas, une zone où il y a une EMP, où il y a eu du nucléaire, toute l'électronique ne fonctionne plus, tu reviendras à la carte et à la boussole et à la baïonnette. Il faut ça. La masse, c'est facile à faire. Il y a l'expérience soviétique, mais pour le reste, il y a encore du travail. L'industrie de l'armement a besoin de se vendre pour financer les achats. Et pour se vendre, on l'a vu, il fallait faire comme la Turquie, avoir des moyens de sa diplomatie et intervenir un peu partout. Et ça, l'Algérie ne peut pas le faire. C'est contre sa doctrine d'intervenir partout et de s'imposer de manière plus ou moins semi-impérialiste. Mais il faut ce qu'il faut, ce n'est pas une critique de la Turquie. Donc elle va avoir du mal à mettre en avant ses compétences dans l'industrie de l'armament, d'autant que là, elle fabrique pas mal, c'est du dérivé pour l'instant. C'est du dérivé, c'est de la rétro-ingénierie, on refait pareil, on met des pièces algériennes, voilà. Là, c'est de la petite électronique. Mais je vois l'accès aux puces, même aux puces de base. Hein. En ce moment, il y a une pénurie, l'accès aux puces, l'accès à certaines architectures de puces, l'accès à certaines électroniques, à certaines optiques, à un moment donné, il les faut aussi. D'ailleurs, la Turquie n'est pas arrivée jusque-là, encore. Il y a un truc aussi qui est malheureux, c'est que l'Algérie n'a jamais voulu privilégier la balistique sol-sol. Parce que dans sa doctrine, c'était une balistique qui n'était pas maîtrisée, qui faisait plus de dégâts civils que de dégâts militaires. C'était criminel de l'utiliser. C'est vrai que les Scuds rasaient le quartier pour toucher un type. Mais aujourd'hui, avec les missiles sol-sol tactiques, qui sont une arme très très crédible, parce qu'enterrés, cachés... en face, tu as des milliers de chars, ils tiennent pas longtemps. Je veux dire, si tu as beaucoup de missiles tactiques, tu peux saturer des zones, tu peux gagner des batailles. Voilà, sont très précis maintenant. Si ta bataille elle se situe dans le sud de l'Algérie face à des milliers de chars de l'OTAN, et VCI, avions et tout ça, quoi, grosse offensive, il faut avoir du tactique. Il faut avoir des missiles tactiques, du sol-sol, 150, 200, 300 km. Il les faut, peut-être même plus. C'est la balistique qui a sauvé l'Iran. Quand l'Iran n'avait pas encore ce qu'elle a maintenant, c'est la balistique. Quand l'Iran était en train de construire une AA, de l'anti-aérien, c'est la balistique qui l'a sauvé. La capacité de projeter beaucoup de missiles, même des vieux missiles, et de saturer, c'est la balistique dont se sert le Hamas. Voilà, l'Algérie n'a pas voulu privilégier la balistique et c'est dommage. À part là, voilà, l'Iskander, mais les Iskander, t'en as combien? 10, 20, 30 On parle de la capacité à produire beaucoup de missiles. Il faudrait qu'il y ait aussi la capacité de produire beaucoup de missiles, même si c'est des missiles qui ne sont pas forcément guidés, mais qui feront nombre. Voilà. Deuxième partie, on verra, on étudiera l'Algérie, la topographie de ce pays de 2 381 741 km², c'est 4 fois la France, 1200 km de littoral, 6300 km de frontières, un pays très très grand ouvert. On étudiera un petit peu les différents scénarios possibles, invasion de l'OTAN ou autre. Donc voilà, ça donnera lieu à une deuxième vidéo et puis on aura achevé notre étude sur la politique de défense algérienne qui est très cohérente. Je le dis encore une fois, c'est plaisant parce que c'est une des rares armées arabes puissantes et cohérentes. C'est pas seulement on achète du matériel. Saddam Hussein a acheté beaucoup de matériel. Mais il n'avait pas forcément, voilà, bon, et puis il n'a pas su s'en servir. Puis il n'a surtout pas compris qu'en face, il y avait le GPS. Il pensait que les Américains allaient encore se perdre dans le désert. Il avait oublié qu'ils avaient des GPS et des missiles de croisière. Alors que là, on a des gens qui ont étudié, qui sont motivés, il y a un appui populaire, voilà. C'est pour ça aussi que les révolutions colorées n'ont pas marché, que le Irak ne marche pas, le faux Irak, pas le vrai. Pourquoi? Parce que voilà, on connaît tout ça. Tout ça a été étudié, on a une foule politisée, on a une foule patriote aussi qui donnera aussi de la masse. Sans parler de la diaspora, sans parler de... Voilà, objectif atteint. La deuxième vidéo, le temps de monter celle-ci et à bientôt.
La bise à toutes et à tous.